Et toujours les législatives anticipées dans la 4e circonscription de Paris, où nous restons avec Arnaud Dacier cette fois, qui est candidat LR soutenu par le RN, et fondateur de l'une des premières agences web en France, artisan des campagnes digitales de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy. Il dirige aujourd'hui Avisa Partners, spécialiste de l'intelligence économique, et il conseille aussi des entrepreneurs, y compris au niveau du CAC 40. C'est aussi le fils de, même si c'est jamais agréable à rappeler, votre père Arnaud Dacier était directeur de l'information de TF1 puis de l'Olympique de Marseille. Bonjour Arnaud Dacier. Bonjour. Un peu insolite quand même, une candidature LR-RN dans ce 17e arrondissement, 16e arrondissement aussi, hein, cette 4e circonscription. C'est la première fois que vous faites de la politique ? Non, j'ai été adjoint au maire du 9e arrondissement de Paris, à la suite de la campagne de 1995. J'avais fait du cabinet ministériel pour Alain Madelin et nous avions fondé Idéaction, qui était un mouvement hybride très, très original pour l'époque et qui avait rencontré beaucoup de succès, ce qui m'avait valu d'être membre du bureau politique de démocratie libérale et donc de l'UMP à sa fondation en 2002. Donc je suis un militant, je dirais, engagé en politique depuis longtemps, mais c'est vrai qu'à partir de 97-98, j'ai arrêté la politique à plein temps pour me lancer dans le secteur privé, puis dans la création d'entreprises, dans le secteur numérique. Et donc, auprès de la sociologie de cette 4e circonscription, vous pensez marquer des points ? Alors écoutez, j'ai toujours vécu dans cet arrondissement. Depuis tout petit, j'étais à l'école maternelle rue Paul Valéry. On a fait une petite bifurcation dans le 12e arrondissement pendant quelques années. Mais globalement, j'ai toujours vécu là. J'ai toujours eu des entreprises qui étaient dans cette circonscription ou très proches de la circonscription. Donc c'était pour moi l'endroit naturel où aller. C'est mon quartier. Et le fait donc d'être à la fois donc entre un candidat Renaissance, ce que nous avons reçu, et donc Geoffroy Boulard, maire du 17e, qui a l'étiquette LR. Donc là, ça vous place dans une offre électorale qui, grosso modo, atteint, si on cumule un petit peu les voix, autour de 25%. Il y a un potentiel de 25% pour vous. En tout cas, pour Reconquête et pour le Rassemblement national, il y a eu effectivement un potentiel de 43,5%, de 23,5% aux européennes. Mais moi, je suis de la famille LR, donc je pense récupérer une grosse partie de l'électorat LR. Tous ces électeurs de droite qui attendent depuis des dizaines d'années, comme moi, qu'on ferme enfin ce ridicule piège mitterrandien qui a empêché la droite de gagner si souvent des élections et d'accéder au pouvoir. Comme je le dis à beaucoup d'électeurs LR, si ils avaient eu, si les chapeaux à plumes de l'UMP et de LR avaient eu le courage beaucoup plus tôt de ne pas s'enfermer dans ce piège et de faire l'alliance avec les droites, avec le Rassemblement national, quand LR ou l'UMP était à 20 ou 30% et quand le Rassemblement national était plutôt dans les 10, 15, 20%, on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on aurait fait depuis longtemps. La France s'en porterait beaucoup mieux. Et la droite s'en porterait beaucoup mieux, et LR s'en porterait beaucoup mieux également. Donc il est temps de le faire. La gauche s'est alliée avec l'extrême gauche, levant toutes les barrières morales pour permettre à la droite de faire enfin cette jonction avec des gens qui, pour moi, je parle de RN, incarnent ce que j'ai connu comme étudiant, c'est-à-dire le RPR des années 80-90. Moi, en tant qu'étudiant à Sciences Po, j'ai participé à la rédaction du programme commun RPR-UDF des États généraux de l'opposition en 90, et je peux vous dire que le programme du Rassemblement national va, sur la plupart des points, moins loin que ce programme RPR-UDF des années 90. Ah bon ? Donc de quoi parle-t-on ? Par exemple ? Il y avait écrit dans le programme des États généraux que l'islam n'est pas compatible avec la République. Dans les années 90 ? En 1990. Voilà, point barre. Arnaud Dacier, le fait que vous soyez donc chef d'entreprise dans un arrondissement quand même important, qui va au-delà donc du 17e arrondissement, qui touche une certaine sociologie, ça suppose quand même d'avoir un discours plutôt libéral, alors que le RN se positionne quand même en termes de justice sociale sur un certain nombre de fondamentaux qui ressemblent peu à ce que le libéralisme promeut, non ? Pour moi, le RN, c'est le parti de la droite populaire. C'est le parti qui s'adresse aux Français qui travaillent, modestes, commerçants, artisans, ouvriers, salariés, des classes moyennes. Bon. C'est des gens qui veulent que le travail soit revalorisé par rapport à l'assistanat.
Et moi, je souscris complètement à ce travail, à ce principe. Il faut revaloriser la France du travail, la France active, par rapport à la France qui ne contribue pas à l'effort de croissance. C'est ce que disait Nicolas Sarkozy déjà. Tout à fait. Pour moi, il est là, c'est ça la dimension, je dirais, sociale de la droite. C'est là-dessus qu'il faut insister. Donc quand je vois des choses comme ça dans le programme du RN, qui consiste par exemple à alléger les charges sociales, à revaloriser le pouvoir d'achat, à baisser la TVA sur les biens de consommation vitaux, que sont l'énergie, que sont l'alimentation, je suis d'accord. Simplement, la question n'est pas là, la question est comment est-ce qu'on fait cela ? Est-ce qu'on fait cela en augmentant les déficits et la dette ? Non, ça n'est plus possible et ça n'a jamais été une bonne chose. Est-ce qu'on fait ça en luttant contre la fraude sociale, en réduisant l'assistanat ? La réponse est oui. Donc c'est une question de priorité et de financement. Donc je n'ai aucun problème avec ça. C'est très clair. Un ministère pour lutter contre la fraude, donc ça se justifie. C'est fondamental. Les chiffres sont totalement effrayants. La raison pour laquelle on est à la fois un pays qui taxe le plus, qui est le plus administré, et en même temps où on a le sentiment que le modèle social français s'effondre, c'est parce qu'il y a à la fois un problème d'immigration, c'est-à-dire qu'il y a une pression excessive de l'immigration sur les services sociaux qui les font exploser devant nos yeux, d'une part, et d'autre part parce qu'ils sont extrêmement mal gérés. Il faut avoir le courage de le dire. Dans l'éducation nationale, dans les services de santé, nous avons en moyenne entre 30 et 50% de fonctionnaires bureaucratiques, c'est-à-dire de gens qui ne sont pas au service des citoyens, qui sont dans des bureaux, que dans des pays voisins comme l'Allemagne, la Suisse ou les pays nordiques, qui sont convenablement gérés. On a un vrai problème de gestion dans ce pays. C'est le chef d'entreprise qui parle. On a laissé complètement dériver les frais généraux. On a laissé les collectivités territoriales, les ministères, embaucher à qui mieux, créer des agences dans tous les sens. Vous savez, moi j'ai été prestataire privé de certains nombres d'administrations et de collectivités locales. Nous arrivions à 2 en tant que prestataire du privé et nous étions confrontés en réunion à 12 fonctionnaires. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça n'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. Donc il va falloir s'atteler à ce sujet. Et pour moi, c'est gaspillage, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, elle se chiffre en dizaines de milliards. Vous avez des dizaines de milliards dans la fraude sociale à gagner. Vous avez des dizaines de milliards à gagner dans le millefeuille administratif qui n'a aucune justification. Et donc ça, ce sont des ressources considérables pour, 1, baisser les charges et les impôts des Français qui travaillent, et 2, améliorer la qualité des services. Quand vous êtes présenté, Arnaud Dacier, dans cette 4e circonscription, comment ont réagi les chefs d'entreprise du CAC 40 que vous conseillez ? Alors, et d'une manière générale, les milieux d'affaires. Les milieux d'affaires sont beaucoup plus favorables qu'on ne le dit, en tout cas curieux, et au pire, je dirais, attentistes sur cette perspective qu'on le dit. J'étais assez déçu et agacé par la position de Patrick Martin du MEDEF, que je connais et que j'apprécie beaucoup par ailleurs, parce qu'il avait l'air de donner une espèce de créer une espèce de signe d'égalité entre le programme du Front Populaire, qui est un délire qui conduirait la France dans la faillite, sous le contrôle du FMI au mieux, et dans la situation du Venezuela en quelques années au pire, et celui du Rassemblement national, qui me semble beaucoup plus pragmatique et qui donne des principes de bonne gestion des finances publiques, de lutte contre la dette, qui sont tout à fait positifs pour les entreprises. Je comprends qu'on puisse se poser des questions sur certains points, c'est parfaitement légitime, le débat public est là pour éclaircir des points, mais on a clairement une forme de pragmatisme du côté de l'Union des droites, avec la volonté de faire un audit des finances publiques qui permettra d'y voir plus clair et qui permettra de voir ce qui est finançable à court, moyen et long terme. Alors qu'en face, c'est la fête à neuneux, où en gros, on distribue des dizaines et des dizaines de milliards
qu'on n'a pas. Donc il y a des estimations diverses, entre 150 et 250 milliards de dépenses publiques supplémentaires du côté du Front populaire, argent que nous n'avons absolument pas, que personne ne voudra nous prêter de toute manière, et qui nous conduirait immédiatement à la faillite, à l'explosion des taux d'intérêt, à la banqueroute, et à la situation de pays comme le Venezuela ou l'Argentine avant que Javier Milei en prenne la présidence. Arnaud Dacier, un audit général de l'État, ce n'est pas une manière de dire qu'on ne sait pas très bien quelles mesures on va prendre et on se donne du temps? Non, enfin, bien évidemment, il y a la volonté de se donner du temps, ce qui me paraît très sain, très pragmatique et très réaliste. Et ça, tout chef d'entreprise ou n'importe qui gère un budget familial associatif peut le comprendre. Parce qu'on constate de manière assez inquiète que ces derniers temps, le gouvernement, voyant la dérive des finances publiques et s'en effrayant lui-même, semble avoir eu la tentation de cacher la poussière sous le tapis. Et donc, en gros, de maquiller les comptes. Et donc, avant de faire des promesses complètement irresponsables, il faut savoir d'où on part et quelle est la réalité des comptes. Et ça me paraît... voilà, quand on reprend une entreprise ou qu'on achète une entreprise, on fait des audits. Tout le monde le fait. Enfin, c'est de la bonne gestion. Pour moi, c'est un signe très positif de sérieux de la part du Rassemblement national. Honnêtement, Arnaud Dacier, vous avez un profil plutôt Macron-compatible. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas monté dans la barque de la Macronie en 2017 ? Alors, pour être parfaitement transparent, j'aurais pu, parce que à l'époque, Emmanuel Macron avait écrit un livre qui s'appelait Révolution, où il promettait de réformer en profondeur la plupart des systèmes bureaucratiques, de l'assistanat, de tout ce qui est bloqué dans la société française, de tout ce qui cloche, de tout ce qui ne fonctionne pas. Donc ça aurait pu être possible. Simplement, d'ailleurs, on me l'a demandé. Il y avait une aile droite à l'époque de la Macronie, pilotée par Renaud Dutreil, que je connais bien. Et on a eu des discussions et j'ai été sollicité. Et alors ? Et ben alors, je n'ai pas voulu y aller parce qu'il y a certaines phrases qui ont été tenues par Emmanuel Macron qui, pour moi, ont été rédhibitoires. Lesquelles ? Il n'y a pas de culture française. Enfin, comment est-ce qu'on peut dire une chose pareille quand on a la chance, le privilège d'être né en France, de bénéficier de ce patrimoine, de cette culture absolument merveilleuse que le monde entier nous envie. Le monde entier ne nous envie pas notre modèle social, le monde entier nous envie par contre notre culture et notre patrimoine. Et les étrangers ne comprennent pas d'ailleurs ce qu'on en fait. Ils sont abasourdis. Donc moi, quelqu'un qui dit il n'y a pas de culture française, il y a des cultures en France, c'est terminé. Je ne peux pas souscrire à ça, parce que là, ça touche au plus profond de ce que nous sommes entre Français. Premier point. Deuxième point, la repentance permanente. Donc ensuite, ça a été des excuses sur les soi-disant crimes contre l'humanité que nous aurions commis en Algérie. Mais de quoi on parle ? Et alors, là, c'est de la réécriture de l'histoire, c'est de la fake news. Parce que la France, évidemment, a commis des erreurs. Certains Français ont pu commettre des crimes dans certaines circonstances, c'est indubitable. Mais crimes contre l'humanité en Algérie, mais là, c'est de la réécriture de l'histoire qui n'existe même pas. Après, il a pondéré les choses. Oui, mais c'est trop tard. Parce que la pondération n'est pas sincère. Ce qui est sincère, c'est le cri du cœur qui sort en live, dans un discours, dans un interview dans les médias. Alors pour moi, qui suis, je veux dire, un Français, je ne veux même pas dire un homme, c'est même pas une question d'être droite-gauche, c'est juste être Français, entendre quelqu'un qui prétend postuler à la présidence de la République, finalement critiquer, pour ne pas dire quasiment cracher à la face de son propre pays qui prétend diriger, c'est pas possible. À partir de moi, j'ai envoyé un SMS à Renaud Dutreil, je me souviens très bien. C'était un matin, je sortais de la douche quand j'ai entendu ça. Je lui dis Renaud, avec toute mon amitié, ça va pas être possible. Voilà, donc c'est terminé. Et la suite ne m'a malheureusement pas donné tort. Et même sur les sujets économiques et sociaux, il n'a tenu quasiment aucun des engagements. Je sentais tout à l'heure votre invité Astrid Panossian qui ne pouvait pas cacher sa déception de ce point de vue-là. Où sont les grandes réformes du système économique et social que quelqu'un comme Emmanuel Macron nous promettait? Qu'aurait-il pu faire au moins que vous auriez attendu absolument qu'il fît, qu'il n'a pas fait, qu'il aurait pu faire, sans être trop ambitieux, parce que aussi avant une élection, on peut dire voilà. Mais la réforme de l'État, ce qui cloche en France, c'est l'État. Il est extrêmement mal géré. Il ponctionne les Français de manière complètement incroyable, indécente. On est le pays qui a le plus haut
taux d'imposition dans le monde, le plus haut taux de dépenses publiques, et pourtant tout le monde a l'impression que les services publics sont en train de s'effondrer. Donc il y a clairement un énorme problème de gestion de l'argent des contribuables. Il aurait pu s'y atteler, c'était écrit dans son livre, et il ne l'a pas fait. Donc là, il y a un manque de clairvoyance, il y a un manque de courage, je ne sais pas ce que c'est, et pourtant d'autres pays autour de nous l'ont fait. Le Canada l'a fait, les pays nordiques, qu'on présentait comme des pays sociodémocrates, où l'État avait une énorme place dans les années 60-70, a amélioré très fortement la gestion de son État, de ses dépenses publiques, de ses dépenses sociales. Tout le monde l'a fait, en gros, à peu près, sauf la France. On est maintenant devenu l'exception du monde occidental qui n'a pas fait sa réforme de l'État et du modèle social. Il va falloir s'y atteler. Est-ce que vous lui avez déjà dit personnellement, Emmanuel Macron, Arnaud Dacier? Je ne le connais pas. Et vous n'avez pas cherché à essayer de faire passer un message ou... Non, parce que je ne fais pas partie de la gauche, voilà. En fait, c'est une imposture, Emmanuel Macron. Il s'est maquillé en réformateur libéral. Il n'a jamais été libéral. C'est un homme de gauche, c'est un socialiste. Alors un socialiste modéré, c'est Michel Rocard. Mais ça n'est pas ma conception ça n'est pas ma conception du libéralisme. Et c'est un homme de gauche. Moi, je suis un homme de droite. Pensez-vous que la majorité absolue pour le RN, c'est possible? Tout à fait. On voit que les Français sont en train de prendre conscience que c'est soit la majorité de droite avec LR et le RN, avec ceux de LR qui ont le courage de franchir le Rubicon, c'est-à-dire plus de la moitié d'entre eux au niveau des militants et des électeurs. C'est ça, et c'est ces gens-là qui comptent, pas les chapeaux à plumes, et le Rassemblement national. Est possible que cette majorité est possible, qu'il faut une majorité pour le pays, qu'il ne faut pas une chambre ingouvernable, et surtout, il faut absolument éviter cette alliance baroque et un peu démente du Front populaire qui promet de raser gratis et qui promet d'aggraver absolument tous les problèmes de ce pays de manière exponentielle et de nous conduire directement à la faillite. Dans l'hypothèse où il y a un député, un candidat RN face à un candidat Front de gauche, qu'est-ce que vous dites à l'électorat Renaissance et qu'est-ce que vous attendez de lui? Est-ce que vous pensez que les reports de voix vous seront favorables venant de Renaissance? Je leur dis... Je posais la question tout à l'heure à Astrid Pallassian-Bouvet, si elle se maintiendrait ou pas, etc. Elle renvoie aux deux extrêmes. Elle renvoie les extrêmes de Jadot. Oui, mais c'est intellectuellement un peu malhonnête parce qu'il y a d'un côté un vrai extrême qui est d'ailleurs transparent, qui affiche un programme extrême radical, et de l'autre, des gens pragmatiques qui finalement promettent d'appliquer enfin un programme de droite. Et pour moi, c'est la droite RPR, UDF, comme je l'ai connu dans les années 80-90. Et finalement, c'est amusant de retrouver un peu cette alliance dans l'union des droites proposée par Éric Ciotti et Jordan Bardella. Et donc, il n'y a rien d'effrayant là-dedans. On voit d'ailleurs des gens pragmatiques à qui d'abord on reprochait d'avoir un programme un peu trop radical sur certains points, et puis quand il donne le sentiment de donner des précisions, parce qu'en fait il ne l'amende pas, mais il a donné certaines précisions, on lui reproche de le changer. Donc il faudrait savoir, est-ce que c'est pas bien d'avoir un programme, ou est-ce que c'est pas bien de le faire évoluer quand on se rend compte finalement qu'on va pas avoir forcément les moyens budgétaires de le mettre en œuvre du fait de la situation financière catastrophique qu'on découvre jour après jour. Mais il n'y a rien d'effrayant là-dedans, et j'ai envie de leur dire, c'est la droite que vous avez toujours, c'est la droite traditionnelle, vous la connaissez. Elle vous a déçu dans le passé parce qu'elle n'a pas mis en œuvre ce qu'elle avait annoncé. Là, vous avez les chapeaux à plumes qui manquent un peu de courage, qui ont encore une fois manqué de courage et qui maintiennent des candidatures totalement inutiles parce qu'ils veulent aucune alliance ni à gauche ni à droite. Autrement dit, ils vous demandent de voter pour des candidats qui vont se retrouver dans l'opposition et qui vont rendre le pays complètement ingouvernable, ou pour la droite traditionnelle avec un programme tout à fait pragmatique, mais un certain courage et une certaine volonté d'appliquer enfin des engagements, surtout sur les sujets de sécurité et d'immigration sur lesquels il y a urgence. Geoffroy Boulard, que nous avions aussi invité, mais qui n'était pas disponible cette semaine. Geoffroy Boulard qui représente les LR. Donc il y a LR dans la 4e circonscription et LR soutenu par le RN, c'est vous. Il n'y a pas du tout de discussion entre les deux? Il pourrait. Moi, je n'ai pas d'animosité personnelle. Simplement, voilà, je suis le représentant d'une coalition qui répond
aux besoins d'une très grande majorité des Français, d'agir de manière rapide et ferme sur les sujets de sécurité et d'immigration, d'arrêter d'avoir des atermoiements. Ça n'est pas possible dans une alliance macroniste où vous avez des gens de gauche qui s'interdisent de passer à l'action de manière efficace pour des raisons qui tiennent à leur philosophie politique. Et donc, il faut pour agir, il faut une alliance clairement à droite. Je ne comprends pas pourquoi un certain nombre de gens chez LR n'ont pas saisi cette opportunité historique de faire enfin la jonction avec le reste de la droite, quand on voit que la gauche, elle, n'a eu aucune hésitation à s'allier avec des gens qui sont des promoteurs du Hamas. Donc c'était l'occasion inespérée et unique de briser enfin ce piège mitterrandien qui a toujours été ridicule, mais qui là, vraiment, il n'y avait plus aucun obstacle possible pour ne pas le briser. Par peur d'être absorbé. Et voilà. Bah oui, mais s'ils avaient fait cette alliance... Sauf qu'Éric Ciotti, Arnaud Dacier, Éric Ciotti aura sans doute, si jamais Jordan Bardella Premier ministre, on imagine quelques ministères. La question, vous savez, ça c'est de la petite politique politicienne. Être absorbé, ne pas être absorbé, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ce qui compte, c'est la France. La France est au bord du gouffre, et dans une situation vraiment grave. C'est d'ailleurs ce qui m'a poussé à m'engager. J'aurais pu rester tranquille à gérer des entreprises. La situation est vraiment grave. Les mandats Hollande et Macron sont 12 années perdues, où tous les sujets se sont très fortement aggravés. Maintenant, il est minuit moins le quart. Il faut agir. Les gens de LR, canal centriste, les chapeaux à plumes, les caciques, les barons, appelez-les comme vous voulez, auraient pu penser à la France d'abord avant de faire du billard à 3 bandes en se disant on va les laisser gouverner, ils vont pas réussir, comme ça après on va récupérer notre potentiel électoral. C'est pas sérieux. Il faut gouverner, il faut réussir. Si on réussit, chacun retrouvera son électorat demain. Mais d'abord et avant tout, il faut gouverner, il faut sauver la France et il faut montrer ce qu'on vaut au pouvoir. Merci beaucoup Arnaud Dacier, candidat LR soutenu par le RN dans la 4e circonscription de Paris, fondateur, je le disais tout à l'heure, d'une des premières agences web dans le monde politique, en particulier autour de Nicolas Sarkozy, de Jacques Chirac, et puis vous dirigez aujourd'hui Avisa Partners, spécialiste d'intelligence économique. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. À 8h30, le retour de l'info et le journal de la rédaction française de Radio Vatican. Bonne matinée.